Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous propose de couper les micros, voire couper les caméras. Et quand vous avez une question à poser, je vous propose d'écrire question. Et je saurai que c'est une question pour Marie-Christine, ce sera plus facile à gérer. Donc, Marie-Christine, qui a la gentillesse de faire cette visioconférence, est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Alliance thérapeutique et thérapie brève, et d'autres. C'est le sujet, effectivement, de cette conférence. Je vais présenter la FNH. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont là, qui connaissent déjà, et certaines personnes qui sont nouvelles. Donc, très rapidement, la FNH, donc l'Association française de la nouvelle hypnose, dirigée aujourd'hui par Olivier Perrault, que vous voyez ici, a été mis en place il y a plus de 25 ans par Jean Godin. Et c'est un des premiers centres en France qui a été mis en place après les instituts Milton Erickson. Et donc, la FNH donne des formations hypnose pour les professionnels de santé. Et vous voyez sur cette carte que Paris, Bruxelles, Rennes, Toulouse, Marseille et Annecy. Et donc, pour Annecy, c'est moi qui gère ce centre de formation. Voilà, simplement, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je vais demander simplement à Marie-Christine si vous voulez bien vous présenter. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup d'organiser cette conférence. Je pense que c'est vraiment important dans les temps actuels qu'on puisse avoir des liens et se ressourcer aussi au niveau de notre pratique. Alors bon, moi je suis psychiatre, je suis praticien hospitalier, donc travaillant à l'hôpital. J'ai été formée d'abord aux thérapies familiales systémiques, c'était dans les années 80, donc ça fait un bail. Ensuite, je me suis formée à l'hypnose ericksonienne et j'avais eu la chance aussi de rencontrer Jean Godin quand il était revenu de sa formation aux États-Unis. Et je me suis mise aux thérapies brèves à la fin des années 80, au moment où dans ma pratique, je devais ouvrir un centre d'accueil et de crise, donc je me disais que ça pourrait être intéressant de m'intéresser aux thérapies brèves. Et puis depuis, j'ai continué, j'ai découvert que au-delà de technique, c'était aussi une façon de concevoir l'être humain qui me convient. Donc du coup, j'ai approfondi depuis donc la fin des années 80. Je suis présidente actuellement de l'Association européenne de thérapie brève, qui existe depuis 1993 et qui propose en général un congrès par an. Alors cette année, on ne sait pas s'il pourra se tenir ou pas, sinon s'il se tient, c'est au Danemark en septembre. Et je fais partie aussi au niveau des thérapies familiales, je fais partie du comité de rédaction de la revue Thérapie familiale, qui est une revue qui existe depuis maintenant 40 ans, qui est éditée donc en Suisse chez Médecine et Hygiène. Et je m'occupe de la collection Relations dans les éditions RS à Toulouse. Donc voilà en gros mon CV. Alors mon propos aujourd'hui, c'est de vous parler de l'utilisation des thérapies brèves, éventuellement associées à des techniques d'hypnose dans la situation de confinement actuelle. Je vais d'abord passer à la diapositive suivante. Si vous avez alors, tu peux essayer, si tu veux, de voir si tu peux passer toi-même les diapos ou pas. Si c'est pas possible, parce que c'est la première fois qu'on utilise Zoom avec un très grand nombre, je le passerai pour toi. Essaie de partager ton écran si tu peux. Ou sinon, je partage. Ok, je regarde alors. Il à partir du début. Et partager l'écran, c'est où que ça se met? Là, en bas, si tu cliques, tu passes ta souris sur l'écran, en bas, tu as partagé l'écran. Et si tu as mis ton PowerPoint en face, on doit pouvoir le voir. Mais je ne suis pas certaine que tu puisses le faire, toi, sinon je le fais moi. C'est-à-dire que le problème, c'est que si je mets le PowerPoint, il faut que j'arrive à le diminuer par rapport à mon écran. Ah non, alors attends, je vais le passer, comme ça, ils verront le PowerPoint, eux vont voir le PowerPoint, et tu me dis diapo suivante, comme ça, je guide. Ça marche comme ça? Ça marche. C'est parti. Je partage. Donc, je suis sur la première diapo, c'est simplement le titre. Voilà, donc on passe à la diapositive suivante. Là, j'ai le plan. Qui est le plan de ma présentation. Donc, je vais d'abord aborder quelques notions théoriques qui me semblent particulièrement importantes dans la situation actuelle. Et ensuite, j'essaierai de décrire des éléments plus techniques et notamment le plan d'un entretien qu'on peut faire par téléphone ou par web avec les techniques de thérapie brève. Okay. Alors, diapositive suivante. Parmi les approches de thérapie brève, je parlerai… J'ai un problème. Oui. Ah oui, c'est bon. OK. J'ai la photo de Steve de Chazer. OK.
Après, il faut continuer parce qu'il doit y avoir celle de d'Inso Kimberg et... Voilà, j'ai les trois sur la diapo. Donc, je parlerai essentiellement de la thérapie orientée solution qui a été développée par Steve Chaser et Inso Kimberg. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son son et j'entends un bébé derrière. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, tous les gens qui sont là, couper le son? Il vous suffit d'aller sur... passer la souris sur l'écran et en bas, vous avez coupé le son, tout simplement. Merci. Je te laisse reprendre, Marie-Christine. Donc, je parlerai essentiellement de la thérapie orientée solution et du modèle de Bruges qui a été développé avec Luc Isbark, avec lequel je travaille depuis 1980 à peu près. J'ai travaillé depuis 1980. Alors, pourquoi ces deux approches en même temps? C'est parce qu'à partir de la fin des années 80, ça devait être en 88 ou 89, nous avions invité Steve de Chaser à venir à Paris et à Bruges, et qu'ensuite on a continué à travailler avec lui et puis avec ses collaborateurs. Et donc les modèles, les approches se sont mélangées. Et maintenant, j'ai du mal à vraiment différencier les deux. Okay. Alors, ce sont des approches qui sont pragmatiques, qui ont été construites de façon inductive, c'est-à-dire à partir de la pratique. On a filmé des entretiens, on a analysé les entretiens, on a essayé de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et c'est comme ça qu'on a progressivement progressé. Alors, diapositive suivante. Voilà. Ces approches ont largement été inspirées par les travaux de Milton Erickson. Par exemple, Steve de Chaser est venu à la thérapie en faisant une recherche sur qu'est-ce qui fonctionnait dans la thérapie de Milton Erickson. Quels étaient les leviers qui fonctionnaient. C'est comme ça qu'il est devenu thérapeute. Ce qui est important pour moi, c'est que nous considérons que chaque thérapie est unique et que le thérapeute doit s'adapter au patient. Et non pas, on ne doit pas faire en sorte que le patient s'adapte à notre théorie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et donc, on laisse tomber la notion de diagnostic et on s'intéresse aux petits détails de la vie quotidienne des patients. Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie quotidienne? Comment ils sont en interaction avec les personnes qu'ils connaissent, avec leurs proches, les collègues de travail, les voisins, etc. Et comment on peut utiliser tout ça pour permettre au changement de se produire. Diapositive suivante. Le modèle de Bruges, donc, et l'approche centrée solution partagent un certain nombre de présupposés. Le premier, c'est que le changement est inévitable. Je crois que c'est Épictète, je ne sais plus si c'est lui qui disait que lorsqu'on se baigne dans un fleuve, on ne se baigne jamais dans la même eau. Donc, il n'est pas possible de ne pas changer. Le deuxième présupposé, c'est que les patients ont les ressources pour changer. Et troisième présupposé, le changement l'avenir n'est pas écrit. Donc le défi qu'on doit relever, c'est de faire en sorte que le changement se produise et aille dans le sens dans lequel le patient veut aller et qu'il arrive à un changement qui lui convienne mieux, à des conditions de vie qui lui conviennent mieux. Diapositive suivante. Donc nous considérons que la thérapie, c'est avant tout une conversation au cours de laquelle le thérapeute crée un contexte dans lequel le client dispose de choix, précise ses objectifs et construit ses propres solutions à partir de ses ressources et de ses compétences et celles des systèmes auxquels il appartient. La relation thérapeutique est construite de façon à ce que le patient dirige la thérapie. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus loin. Alors, je voudrais d'abord revenir sur la notion de choix. Diapositive suivante. Le premier livre que j'ai écrit avec Luc Isbark s'intitulait « Pour une thérapie brève, le choix comme éthique en psychothérapie ». Nous avions fait le constat que les patients qui viennent consulter ont souvent le sentiment de ne plus diriger leur vie, de ne pas avoir de choix. À cette époque, Luc Isbark travaillait à Bruges et dans son service, il avait une unité d'alcoolologie. Il était gêné par le fait que lorsqu'un alcoolique venait pour des soins, il ne disposait pas de réel choix, soit c'était un bon patient et il devenait abstinent, soit il était un mauvais patient et continuait à boire. En général, quand il n'y a que deux options, ça veut dire qu'il y a une bonne et il y a une mauvaise option, donc ce n'est pas vraiment un choix. Pour un choix, il faut qu'il y ait au moins 3 options pour qu'on sorte de ce dilemme bon-mauvais choix. Luc a donc proposé aux patients alcooliques de choisir entre abstinence et consommation contrôlée. En fait, seul l'objectif changeait, est-ce que c'était l'abstinence ou le contrôle de la consommation et à quel niveau.
Et le processus thérapeutique mis en œuvre était exactement le même, c'est-à-dire que tous avaient une prise en charge individuelle, familiale, pouvaient avoir des prises en charge de groupe, et on leur proposait également un hôpital de jour. Outre les 80% de réussite à l'issue du traitement, Luc s'est rendu compte, en suivant ses patients, qu'au bout de quelques années, la majorité des patients qui avaient choisi le contrôle de la consommation devenaient abstinents. La différence, c'est qu'ils devenaient abstinents au moment où ils le choisissaient et non pas au moment où on leur avait donné l'injonction de le faire. Donc, nous avons travaillé avec Luc sur cette notion de choix. Et il nous semble que cette notion de choix se travaille à deux niveaux. Il y a le niveau sémantique, donc le choix sémantique, et le niveau décisionnel qui correspond à l'action. D'une manière générale, on peut dire que l'individu a deux interfaces avec la réalité. D'une part, il y a ce qu'il perçoit de la réalité et il y a ce qu'il renvoie dans la réalité, donc qui est au niveau de l'action. Nous ne percevons pas la réalité telle qu'elle est, dans la mesure où cela passe par le filtre de nos organes des sens. Et la première chose que nous faisons quand nous percevons la réalité, quand nous percevons une situation, c'est de donner un sens à cette situation. Lorsque cette situation nous fait souffrir et est problématique, nous faisons l'hypothèse que la lecture que nous faisons de la situation ne nous permet pas d'avancer. Et donc, le travail du thérapeute, si on part de cette hypothèse-là, c'est de faire en sorte que la personne puisse avoir d'autres lectures qui lui soient plus utiles que celles qu'il a au départ. Donc, c'est ce qu'on appelle un travail de recadrage, qui on fait à peu près dans quasiment toutes les formes de thérapie, c'est-à-dire comment donner un autre sens à la situation que vit le patient, sens bien entendu que le patient peut accepter et peut prendre à son compte. Je donne souvent comme exemple l'exemple d'une patiente qui était venue me voir, que j'avais reçue, qui est arrivée avec sa sœur, c'était en centre médico-psychologique. Et donc elles arrivent, je demande qui vient, elles viennent toutes les deux. Et elle m'explique que le problème de cette jeune femme, c'est qu'elle est jalouse. Et donc, il y avait deux discours qui étaient un peu différents. La patiente disait « je suis jalouse, donc je n'ai plus qu'à me suicider ». Et la sœur de la patiente disait « elle est jalouse, donc il faut qu'elle fasse une thérapie ». Ceci dit, moi, je ne savais pas comment je pouvais travailler la jalousie en tant que telle. Donc, j'ai essayé de voir ce que ça recouvrait. Et donc, il est ressorti que, bien sûr, cette jeune femme avait une relation avec un monsieur présenté par sa sœur, dont la sœur disait que c'était un monsieur très bien, mais ceci dit, ce monsieur n'arrêtait pas d'arriver en retard au rendez-vous, posait des lapins, elle ne pouvait pas lui téléphoner chez lui. Enfin bon, il y avait plein de choses qui montraient qu'il y avait un investissement très différent dans la relation. Donc, ce que j'ai pu proposer comme recadrage à partir de ce que la patiente me disait, c'est que du coup, je pensais qu'elle était très sensible à l'insécurité dans la relation. Et donc, nous avons pu travailler par la suite à comment faire en sorte que cette qualité de sentir une insécurité dans la relation, elle puisse s'en servir pour consolider la relation qu'elle avait plutôt que pour se faire du mal. Et donc, c'est quelque chose qu'elle a accepté. Donc, voilà par exemple, un recadrage au niveau du sens. Autre recadrage que l'on fait parfois au niveau du sens sont des patients qui nous disent « mais j'ai pas de solution, j'ai pas de choix ». En fait, on se rend compte souvent que la solution qu'ils ont choisie, c'était probablement la moins mauvaise. Donc, c'est déjà leur dire que si vous avez des choix et vous avez déjà fait le meilleur choix possible dans la situation actuelle. Donc, travail au niveau du sens, travail de recadrage. Au niveau de l'action, la dernière chose que nous faisons avant d'agir, c'est de décider de ce que nous allons faire. Or, comme je vous l'ai dit, les patients disent souvent qu'ils ne peuvent pas faire autrement, que c'est plus fort qu'eux, qu'ils n'ont pas d'alternative. Donc, il nous semble que le premier travail du thérapeute au niveau de l'action, c'est de créer un contexte dans lequel le patient va pouvoir à nouveau disposer de choix. Et si on veut que le modèle, l'approche puisse fonctionner, le premier contexte dans lequel le patient doit pouvoir disposer de choix, c'est le contexte de la thérapie. Donc, en général, je discute avec les patients de est-ce qu'ils souhaitent une thérapie individuelle, une thérapie de couple, familiale, etc. Donc, qui vient en thérapie? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Et en général, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident également du rythme des rencontres, bien entendu du contenu. Et dans toute la construction de la thérapie, je vais faire en sorte que ce soit le patient qui dirige la thérapie, donc qui puisse disposer de choix.
Alors, il y a une exception à cette notion de choix et de décision avant d'agir, c'est la notion d'habitude. Alors, dans notre vie quotidienne, nous avons plein de petites habitudes que nous faisons sans y penser et qui le plus souvent nous permettent d'avancer dans notre vie en faisant en sorte que nos besoins soient respectés. Dans les familles, il y a ce qu'on appelle les patterns interactionnels, c'est-à-dire les schémas d'interaction qui se répètent, qui sont un peu comme des habitudes. Toute habitude se produit dans un contexte donné. Et ce qui se passe. Alors, excuse-moi, il y a des personnes qui sont arrivées. Je vais essayer de couper le son d'ici. Les gens qui n'ont pas coupé leur micro, c'est pas facile. Je ne les trouve pas. Non. Pour ceux qui sont là, merci de couper vos micros. Voilà, je te laisse continuer, Marie-Christine. D'accord. Donc, je parlais de la notion d'habitude qui font notre vie quotidienne et pour lesquelles nous ne réfléchissons pas. Et dans les habitudes, pour les familles, on parle de patterns interactionnels. Toute habitude se produit dans un contexte donné. Et ce qui se passe actuellement, je pense, avec le confinement, c'est qu'il y a la création d'un nouveau contexte qui ne permet plus de garder certaines de nos habitudes. Et donc, qui nous oblige à en construire de nouvelles. Donc, ça ne peut que produire des crises au niveau individuel, au niveau conjugal, au niveau familial, de façon à trouver de nouvelles habitudes, de nouvelles formes de vie qui conviennent mieux à la situation actuelle. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi on constate une recrudescence des violences intrafamiliales. Et en Chine, on avait déjà dit que les divorces avaient augmenté après le confinement. Et c'est à mettre en lien avec à la fois pour moi la notion de perte de liberté et de nécessité de renégocier toute la façon dont on est en relation avec les autres. Un deuxième point qui est important dans le modèle de Bruges, c'est de différencier au sein des difficultés, alors c'est la diapositive suivante, au sein des difficultés ce qui est du registre des problèmes et ce qui est du registre des limitations. Les problèmes ont des solutions, les limitations n'ont pas de solution. Qu'est-ce qu'une limitation? C'est quelque chose qui s'impose à nous, qui ferme des choix et qui en ouvre d'autres. Nous sommes habitués à nous adapter à des limitations depuis notre naissance. D'être dans un pays donné, dans une région, dans une ville ou à la campagne, dans telle ou telle famille, à une époque donnée, sont des limitations. Il est rare que quelqu'un qui mesure 1m90 veuille devenir hockey. De la même manière, quelqu'un qui mesure 1m50 voudra rarement jouer au basket. C'est aussi une façon de nous habituer à ces limitations, de nous adapter. Avoir une maladie chronique, c'est également une limitation. Faire un choix, il faut qu'on gère après les conséquences du choix. Réussir un concours est une limitation, puisque ça ouvre des portes et s'en ferme d'autres. Subir un traumatisme, etc., ce sont des limitations. Nous avons souhaité faire cette différence entre problème et limitation, parce que le processus que l'on met en œuvre n'est pas tout à fait le même. Lorsque nous avons affaire à un problème, comme je l'ai dit, nous cherchons une solution. Par contre, quand nous avons affaire à une limitation, la question, c'est de définir la place que nous voulons donner à cette limitation dans notre vie et de découvrir les portes que cette limitation permet d'ouvrir. D'une certaine manière, quand on a affaire à une limitation, il y a d'une part un processus de deuil, puisqu'il y a des portes qui se ferment, et il y a aussi d'autres choses qui peuvent apparaître. Dans la situation actuelle, au niveau sociétal, dans la mesure où nous ne disposons pas encore de vaccins ni de traitements efficaces contre le Covid, nous pouvons considérer que faire avec, ça implique d'abord de reconnaître sa gravité et de l'accepter. Et on voit bien que ce n'est pas toujours le cas dans tous les pays. Le fait de reconnaître la gravité et de l'accepter, c'est ce qui va nous permettre alors de traiter le problème, de nous protéger et de protéger les autres. Donc, et d'un autre côté, cette pandémie et le confinement qui nous est imposé peuvent également ouvrir de nouvelles portes dans la mesure où ils nous amènent à revoir nos modes de vie et nos priorités au quotidien. Au niveau des individus et des familles, le confinement est une limitation qui nous est imposée par le gouvernement. Comment aider les personnes à y faire face? Comment aider les personnes à construire de nouvelles habitudes qui leur conviennent? Comment les aider à surmonter la perte d'un proche qu'elles n'ont pas pu accompagner? Avec quelques collègues, nous avons fait un guide d'entretien centré solutions pour soutenir les soignants, mais ce guide peut également être utilisé pour utiliser les personnes qui supportent mal le confinement.
Il sera mis à votre disposition par un lien. Il y a deux parties. Il y a d'une part le guide de l'entretien et d'autre part une boîte à outils qui permet de rappeler un certain nombre de techniques que je pense que vous connaissez déjà pour lutter contre les angoisses, les tensions ou les techniques de stabilisation. Alors, je voudrais d'abord revenir sur le thème de solution. Donc, c'est la diapositive suivante. En effet, le terme pour moi de solution est un terme qui est assez ambigu. Bon, il nous vient, c'est le terme américain, c'est la traduction du terme américain. Il peut donner l'impression que c'est le thérapeute qui détient les solutions. En fait, il n'en est rien. Les solutions ne sont pas des casse-têtes scientifiques qui doivent être résolus par les thérapeutes. Ce sont des changements dans les perceptions du patient, dans les patterns interactionnels de sa vie quotidienne et dans les significations qu'il construit dans son cadre de référence. Cela concerne donc la façon dont le patient perçoit et construit sa vie au quotidien lui donne un sens. Alors, un élément qui est important, c'est que le monde des problèmes et le monde des solutions ont peu de points communs, enfin, sont en fait assez distincts. Il n'y a pas de lien dans notre domaine, il n'y a pas de lien de causalité entre les problèmes et les solutions. Et sauf si, par exemple, on a une fuite à chez nous, un robinet, on appelle un plombier qui va en effet trouver la cause du problème avec un joint qui devient défectueux et qui va le changer. Dans notre domaine, ce n'est pas en cherchant la cause du problème, en général, que l'on trouve la solution. D'autant que ce qu'on appelle solution, comme je vous le répète, c'est en fait ce que les patients veulent faire de leur vie et comment ils veulent que leur vie évolue. Donc, le rôle du praticien dans l'approche centrée solution est d'inviter les patients à explorer et à définir deux choses. D'une part, ce qu'ils veulent faire de leur vie, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent voir de différent se produire, et d'autre part, de repérer les forces et les ressources qu'ils peuvent utiliser pour arriver à leur fin. Le thérapeute se contente de rechercher, d'affirmer, d'amplifier les définitions des objectifs du patient, de ses succès passés, ses compétences et ses ressources, au fur et à mesure où ils émergent pendant la séance. Ainsi, les entretiens sont centrés sur l'élaboration de solutions et non sur les problèmes. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de ne pas savoir vraiment de quel problème il s'agit. Je me souviens notamment d'une patiente qui était arrivée, qui me disait « mais j'ai honte de parler de mon problème ». Je lui dis « c'est pas un souci, vous allez me parler de ce que vous souhaitez atteindre et on va travailler ensemble à ce que vous souhaitez atteindre ». Bon, j'ai eu des idées après de ce que pouvait être son problème, mais c'était uniquement projectif de ma part et elle ne m'en a jamais réellement parlé. Donc, c'est un changement clair de paradigme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas amené à parler des problèmes. La plupart des patients nous parlent des problèmes et quand on évoque les problèmes, il y a souvent aussi des ébauches de solutions dans les problèmes que l'on peut repérer. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de changer de regard et de centrer notre attention sur les points forts et sur les ressources des patients. En général, quand, par exemple, un patient alcoolique revient pour la Xème fois dans une unité d'hospitalisation après une rechute, la première question que souvent les soignants posent, c'est « mais pourquoi est-ce que vous avez rebu? Qu'est-ce qui vous avait amené à boire ?» Dans l'orientation solution, on leur demandera plutôt « comment vous avez fait pour tenir aussi longtemps ?» Donc, c'est vraiment un changement sur ce qu'on va regarder, sur ce qu'on va exploiter, et on va créer comme ça une nouvelle narration avec le patient, dans lequel le patient sera compétent. Donc, d'une part, comme je vous disais, dans l'entretien solution, qu'est-ce qu'ils veulent faire, et d'autre part, quelles sont leurs forces et leurs ressources pour construire un discours de compétence. La diapositive suivante. En explorant les objectifs des patients, on les oriente aussi vers l'avenir. On distingue deux types d'objectifs. Il y a les objectifs à moyen et long terme, c'est ceux qui ont en général motivé les patients à demander de l'aide, et ce qu'on appelle les objectifs utiles au processus thérapeutique. Il est important de préserver les objectifs à moyen et long terme puisque c'est ceux qui ont motivé le patient, même s'ils ne nous semblent pas très réalistes, c'est pas important. On peut avancer, le patient peut faire d'autres choix et changer d'avis d'ici qu'on y arrive ou qu'il y arrive. Les objectifs, par contre, qui sont utiles au processus thérapeutique doivent répondre à un certain nombre de critères très précis. Le premier critère, c'est que c'est ceux du patient.
Alors, ça peut paraître évident pour tout le monde, mais quand on travaille en équipe, ça l'est moins. Souvent, les équipes ont tendance à imposer leurs objectifs, et en tout cas à les faire passer devant, surtout si le patient n'a pas trop d'idées sur ce qu'il veut faire. Le deuxième point, c'est que les objectifs sont tout petits. Pour moi, ils doivent pouvoir être réalisés et atteints dans les jours qui suivent la séance. Donc, plus ça va, plus je dis que les objectifs doivent être petits. Ils sont réalistes et réalisables en fonction, bien entendu, du contexte dans lequel se trouve le patient et de ses ressources. Ils sont mesurables, donc plutôt exprimés en termes de comportement. Ils sont exprimés aussi en termes de présence de quelque chose, c'est-à-dire que quand quelqu'un me dit « je ne veux pas être angoissé », je considère que ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est s'il est moins angoissé ou s'il n'est pas angoissé, qu'est-ce qu'il va faire de différent, comment il va se ressentir, comment il va se sentir, qu'est-ce qu'il va penser, comment il va être en relation avec les autres. Ça a à voir avec l'idée que vous connaissez bien que l'inconscient n'entend pas les négations et que donc quand quelqu'un dit « je ne veux plus être angoissé », il se fait une autosuggestion à continuer à être angoissé. D'autre part, ces objectifs, c'est le début d'un processus. On ne prétend pas accompagner les patients toute leur vie. Et ils sont écologiques, c'est-à-dire qu'ils respectent les valeurs des patients et de leur entourage. Donc, voilà comment doivent être définis les objectifs utiles au processus thérapeutique. Je vais passer à la diapositive suivante. En ce qui concerne les ressources, elles sont recherchées chez le patient lui-même, mais aussi dans ses différents contextes de vie, dans ses relations au sein de ses différents systèmes d'appartenance. Nous-mêmes, nous sommes une ressource à la disposition du patient. Donc, comme je vous l'ai dit, cela suppose de changer son regard et de nous intéresser aux points forts des personnes. Nous nous intéressons également aux exceptions. Alors, qu'est-ce que c'est que les exceptions? Ce sont les moments où le problème ne se produit pas, ou bien les moments où le problème se produit moins. Par exemple, quand quelqu'un est déprimé ou angoissé, il n'est pas déprimé toute la journée de la même manière, il n'est pas déprimé ou angoissé tous les jours de la semaine de la même manière. Donc, on va aller rechercher avec le patient les moments où il est moins angoissé, moins déprimé, ce qui est vraiment contraire à ce qu'on a appris à faire. Et on va s'intéresser à mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous êtes moins angoissé, moins déprimé. Et on a des débuts de solutions qui pourront être renforcés et qui seront peut-être productibles dans certains cas. Il est vraiment important que ces exceptions soient décrites en détail, c'est-à-dire qu'on me demande mais vous étiez où, vous étiez quand, vous faisiez quoi, vous étiez avec qui, de façon à ce que la personne revive l'exception avec nous. Je pense que ça a à voir avec l'hypnose conversationnelle et c'est quelque chose qu'on va retrouver à plusieurs moments dans les entretiens de thérapie brève. Amener le patient à se reconnecter avec ses ressources pendant l'entretien en l'amenant à décrire des scènes dans lesquelles il était connecté avec ses ressources. Donc, on va lui demander de les décrire, on va les épaissir et on va en faire des ressources importantes pour lui, voir si c'est possible de les généraliser. Donc, les exceptions sont dans un un passé proche, mais on peut également les retrouver dans un passé plus lointain. Est-ce que la personne a déjà vécu des situations identiques? Comment elle a fait pour s'en sortir? Quelles ressources elle a utilisées? Qui l'a aidée? On peut imaginer, par exemple, actuellement, que si certaines personnes ont été malades pendant un certain temps et ont dû être alitées, elles ont fait appel à des ressources qui pouvaient être similaires à ce à quoi elles peuvent faire appel maintenant. Donc, on recherche les exceptions on recherche cette notion d'exception. Une autre chose que l'on recherche lorsqu'il s'agit de la première séance, ce sont les changements avant la première séance. Les recherches ont montré que lorsqu'un patient décide de prendre rendez-vous, entre le moment où il a pris rendez-vous et le moment du premier rendez-vous, il met en place des petits changements. En général, il n'y fait pas attention parce que pour lui, la thérapie commence au moment de la rencontre. En fait, non, la thérapie commence au moment du coup de téléphone et il est vraiment important de rechercher ces petits changements avant la première séance. Donc voilà, je vous ai donné là rapidement les grands principes des thérapies orientées solutions et du modèle de Bruges. Donc, comment construire un entretien orienté solution? On va passer à... Non.
À la diapositive suivante. Moi, j'ai toujours deux questions en tête au cours d'un entretien. Qu'est-ce qui est important pour là ou les personnes que j'ai en face de moi? Ça revient à parler de leurs valeurs. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'elles veulent ou qu'est-ce qu'elles veulent? Ce qui revient à parler de leurs objectifs. Et donc, quand il arrive des phases dans l'entretien où je peux me demander où est-ce qu'on en est, etc., j'ai toujours ces questions qui me permettent de me repérer dans l'entretien. Au cours de l'entretien, je suis centrée, au moins dans la première partie, je suis centrée sur les patients. J'interromps. Alors, je sais que pour certains, c'est un peu compliqué d'interrompre, mais je pense que c'est important, sinon on peut se laisser hypnotiser parfois par les patients. J'interromps, je reformule et je questionne. Alors, quand on est au téléphone, c'est d'autant plus important de reformuler parce que tout le non-verbal n'est pas là et que le patient ne peut pas se rendre compte de si on a compris ou pas ce qu'il disait. Le questionnement est également extrêmement important. Dans la thérapie orientée solution et dans le modèle de Bruges, nous avons une façon particulière de décrire la relation thérapeutique. Nous parlons, dans le modèle de Bruges, de circularité de mandat. Lorsque un patient vient nous demander de l'aide, il est en position basse et nous sommes en position haute dans une relation qu'on appelle complémentaire. Cette relation complémentaire ne peut pas fonctionner si on souhaite que le patient dirige la thérapie. Donc, il va falloir passer à un autre type de relation et nous allons mettre en place ce que nous appelons une circularité de mandat. Le patient demande de l'aide au thérapeute qui, à son tour, demande de l'aide au patient pour pouvoir l'aider. C'est en ça qu'on dit qu'il y a une circularité de mandat. Il y a une autre phrase que j'aime bien qui est de dire que le thérapeute est expert en thérapie et le patient est expert pour sa thérapie. Donc ça, c'est la construction de la relation thérapeutique. Cette façon de construire cette circularité de mandat est particulièrement utile, notamment lorsqu'on se sent coincé ou lorsqu'on a une difficulté avec un patient. Par exemple, lors de thérapie de couple, il arrive souvent que chaque conjoint veut que le thérapeute change l'autre conjoint. Si ça évoque des choses pour vous. C'est bien entendu quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc, utiliser la circularité de mandat, à ce moment-là, ce serait pour moi de dire, écoutez, je sens bien la souffrance qu'il y a dans votre couple, je sens bien aussi la force de votre relation, et j'ai un problème. Mon problème, c'est que ce que chacun me demande, je sais que je ne pourrai pas le faire et qu'on ne pourra pas y arriver. Donc, est-ce qu'on pourrait ensemble définir un objectif qui permette de diminuer la souffrance de votre couple et de consolider encore la relation et auquel on puisse arriver. Donc, voilà un exemple d'utilisation de la circularité de mandat. Et en tout cas, chaque fois que je me sens coincée avec un patient, je me dis, bon, qu'est-ce qui me coince? Et donc, je vais formuler ça en disant, j'ai un problème. Et voilà mon problème, voilà ce qui me pose souci actuellement. Aidez-moi à le résoudre. Donc, voilà pour la construction de la relation thérapeutique pour le modèle de Bruges. Inso Kimberg a une autre façon de dire à peu près la même chose. Elle disait que dans les entretiens de thérapie orientée solution, le thérapeute dirige un pas en arrière. C'est-à-dire, c'est un peu comme si le patient était devant le thérapeute et le thérapeute a la main posée sur l'épaule du patient et en donnant un peu d'énergie pour que le patient puisse avancer. Ça me rappelle toujours l'anecdote de Milton Erickson qui retrouve un cheval et qui arrive à le ramener chez son fermier. Mais je pense que vous la connaissez, donc je ne la rappellerai pas. Voilà, donc, construction de la relation thérapeutique, c'est un moment particulièrement important. Ensuite, quel va être le plan de l'entretien? Alors, le plan de l'entretien, tout d'abord, il y a l'accueil. C'était Salvador Minuchin, un thérapeute familial, qui disait que le thérapeute, c'est un peu comme un maître de maison et qu'il doit mettre les personnes à l'aise et faire en sorte qu'elles se sentent suffisamment en sécurité et bien dans la salle de thérapie. Alors, lorsqu'on est au téléphone et lorsqu'on est en visioconférence, je pense que c'est un temps auquel il faut accorder suffisamment d'importance. C'est ce que la personne
qui est au téléphone est bien installée? Est-ce qu'elle est suffisamment isolée pour pouvoir dire ce qu'elle veut dire, comment elle se sent, etc. Et donc, dans cet accueil, c'est important de construire un contexte de sécurité, de préciser combien de temps l'entretien va pouvoir durer, son déroulé, etc. Ensuite, pendant tout ce temps-là, on va, à partir du début de l'entretien, mais aussi pendant toute la thérapie, on va s'affilier. S'affilier, ça veut dire, c'est un terme qui vient aussi de la thérapie familiale, c'est la traduction de joining, donc ça veut dire rejoindre la personne. Et pour moi, ça veut dire rejoindre la personne avant tout dans sa souffrance. C'est-à-dire que tant qu'une personne n'a pas l'impression qu'elle a été comprise dans sa souffrance, dans ses difficultés, il est clair qu'on ne pourra l'amener nulle part. Donc, c'est important de rejoindre la personne dans la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on doit passer énormément de temps à parler des problèmes. Souvent, lorsqu'on dramatise, c'est-à-dire lorsqu'on insiste sur le caractère difficile de ce que vit la personne, ça suffit à la rejoindre dans la souffrance. Et donc, ça permet ensuite de passer à une autre étape et de passer plus dans le registre des solutions. Pour pouvoir rejoindre la personne dans la souffrance, ça veut vraiment dire l'interrompre et reformuler ce qu'elle nous dit avec ses propres mots en augmentant l'intensité. Ensuite, le point suivant, donc, c'est de travailler à un projet commun et un futur préféré. Finalement, on est ensemble, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et l'idée dans l'orientation solution, c'est d'orienter immédiatement vers l'avenir. La première question que je pose en général, après les présentations d'usage, c'est « À quoi puis-je vous être utile ?» Lorsque je pose la question « À quoi puis-je vous être utile ?», ce que je remarque, c'est que souvent les patients s'arrêtent et commencent à réfléchir. Donc, ça les met directement au travail. Quand on leur demande quels sont vos problèmes, à ce moment-là, ils ont en général tendance à nous raconter les problèmes, mais c'est quelque chose qu'ils avaient déjà préparé et on a un grand risque, à mon sens, de s'enfermer dans les problèmes avec eux à ce moment-là. Lorsqu'on leur pose la question de « à quoi je peux vous être utile ?», donc une question centrée sur l'avenir, ils sont amenés vraiment à s'arrêter et à réfléchir. Et bien entendu, après, ils vont nous parler de leurs problèmes, mais ceci dit, le fait dans « à quoi puis-je vous être utile », il y a aussi le présupposé implicite qu'on va leur être utile à quelque chose et que leur avenir va s'améliorer. Donc, ce présupposé est important aussi pour donner de l'espoir. Le futur préféré, c'est important de savoir finalement aussi quels sont comme je vous ai dit, les objectifs à moyen et long terme. Qu'est-ce qui a motivé le patient pour venir? Qu'est-ce qu'il souhaite atteindre? Et de leur demander de le décrire suffisamment. En général, en tout début d'entretien, on n'arrive pas à avoir un objectif utile au processus de la thérapie. C'est quelque chose qui va se construire progressivement. Donc, on va demander quel serait le futur préféré. Ensuite, l'idée, c'est de reconnecter les personnes avec leurs ressources. Donc, on va leur poser des questions sur leur capacité de résilience, sur leurs ressources de survie, comment ils ont réussi à tenir le coup jusque-là, sur les exceptions. Donc, y a-t-il eu un jour dans la semaine qui s'est un peu moins mal passé, ou un moment dans la journée qui, en général, se passe mieux pour vous. On peut aussi leur demander, par exemple, dans un an, imaginez que vous êtes dans un an, vous avez franchi de manière positive la période crise actuelle, comment vous vous sentez? Quel regard vous avez sur ce que vous avez fait? Quels conseils vous pouvez vous donner à vous-même? Donc, on va utiliser des questions de ce type-là pour reconnecter les personnes avec leurs ressources. Selon les personnes, bien entendu, on devra adapter les questions. Ensuite, pour arriver à préciser un objectif, ce qu'on va vous proposer, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une échelle de résilience. Alors, diapositive suivante. L'échelle de résilience, en thérapie systémique brève, on utilise beaucoup les échelles, d'une part pour repérer les ressources et les compétences, et d'autre part pour arriver à définir un objectif utile au processus de la thérapie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'échelle de résilience? On va dire au patient, sur une échelle de -10 à 0, si -10 représente le pire moment que vous ayez passé au cours de ces derniers jours, et si 0 représente le moment où vous direz « bon, ça va, j'arrive à gérer la situation, c'est pas top, mais j'arrive à le gérer », où en êtes-vous entre
-10 et 0. Imaginons que le patient dise -8. Si le patient dit -8, à ce moment-là, la question ce qu'on va travailler, c'est comment avez-vous fait pour passer de -10 à -8 ? Et là, on va retrouver là aussi les exceptions, les ressources, les capacités de survie, etc. Et on va passer beaucoup de temps sur cette première partie. Lorsque le patient ne trouve plus rien, comme on pose souvent la question et quoi encore, à ce moment-là, on pourra passer à la deuxième partie, qui est de lui demander à quoi serez-vous dans les jours qui viennent que vous êtes à -7. Et donc là, ça donne l'occasion au patient de définir un objectif utile au processus de la thérapie. Lorsque le patient définit cet objectif, on va lui poser beaucoup de questions, on va contextualiser comme pour les exceptions, faire en sorte que le patient vive le changement dans la séance de thérapie. Donc en utilisant aussi de l'hypnose conversationnelle. En général, alors il y a d'autres techniques, les échelles, je ne pouvais pas tous les détailler aujourd'hui, les échelles sont une des techniques que l'on peut utiliser. On peut utiliser la question miracle ou encore d'autres techniques pour arriver à définir cet objectif. Ensuite, en fonction de ce que nous montre le patient dans l'entretien, en fonction des difficultés qu'il a pu nous exprimer, on pourra passer à une étape expérientielle. Par exemple, j'avais une conversation téléphonique hier avec une jeune femme qui a du mal à vivre le confinement, qu'elle vit comme extrêmement traumatisant et avec une énorme perte de liberté. Donc, elle a des grosses crises d'angoisse, elle a des pleurs, etc. Et donc, pendant la séance, je lui ai fait faire la technique du 5, 4, 3, 2, 1. Et je lui ai expliqué aussi comment avoir recours à la cohérence cardiaque. On peut aussi imaginer pouvoir aider les patients à trouver un lieu sûr, enfin se mettre dans un lieu sûr dans cette étape-là. Et c'est là où tous les outils que nous avons mis dans la boîte à outils peuvent être utiles. Et ensuite, on arrive à la dernière étape, qui est la conclusion de l'entretien. Alors, c'est la diapositive suivante. La conclusion de l'entretien, elle permet, on va questionner la personne sur, bon, là, maintenant, où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous avez appris quelque chose ? Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce qu'on a discuté ? Qu'est-ce que ça fait de différent pour elle ? Et on va lui demander, est-ce que vous pensez pouvoir vous en servir dans les jours qui viennent pour améliorer votre situation ? On va éventuellement proposer des tâches on va avoir des suggestions. Le mieux, c'est quand les patients arrivent à eux-mêmes à se proposer des tâches et qu'ils les construisent eux-mêmes. Et à la fin de l'entretien, donc, on va demander s'ils souhaitent un autre rendez-vous ou pas. En général, c'est le cas. Donc voilà ce que je voulais vous dire, de manière assez brève, sur comment on peut utiliser les thérapies brèves et l'hypnose dans cette situation de confinement, en tout cas ce qu'on a réfléchi à plusieurs et ce qui nous semblait utile. Alors c'est vrai que les approches, aussi bien l'approche centrée solution que le modèle de Bruges, dont je n'ai pas tout pu dire, sont des approches qui sur le plan théorique sont assez simples, qui nécessitent quand même, en termes de positionnement thérapeutique, de changer son regard. Et au niveau de l'utilisation du langage, j'ai pu récemment faire ce qu'on appelle la micro-analyse des entretiens face à face, où on analyse à la fois, quand on parle de langage, c'est à la fois le langage verbal, mais aussi tout ce qui est non-verbal qui est impliqué. Et on se rend compte que ceux qui se réfèrent à l'approche centrée solution en général vont plus parler de ce qui est positif avec le patient, vont plus également souligner les ressources et les compétences, vont plus reprendre leurs mots que par exemple d'autres thérapeutes qui sont plus centrés sur les problèmes. Donc il y a un certain nombre de caractéristiques au niveau de l'utilisation même du langage qui sont aussi intéressantes. Donc voilà globalement ce que je voulais vous dire et je vous remercie de votre attention. On va pouvoir passer aux questions. Parfait. Alors, juste que je me reconnecte au bon endroit. Hop. C'est bon. Alors, merci Marie-Christine pour cette intervention. Une personne m'a demandé de revoir la diapo. Effectivement, je suis passée très vite. Donc, je vais repartager mon écran quelques secondes sur la diapo concernant la résilience.
Voilà, c'était l'échelle en fait. Je montre simplement l'échelle que quelqu'un a, parce que je suis passée un peu vite dessus. Donc c'est exactement ce que tu disais. Si tu veux rebondir dessus, donc voilà pour la personne qui n'avait pas vu. Je pense qu'on pourra aussi fournir le diaporama si tu le veux, mais de toute façon, vous allez avoir tout hein, dans ce que le document que tu nous as gentiment fait. C'est vraiment super parce qu'il y a vraiment tout dedans. Donc, un grand merci à toi. Maintenant, dans les questions, alors, je vais simplement. Donc, c'était très riche et c'est vrai que c'est très complémentaire à l'hypnose, très proche aussi de ce qu'on fait en coaching d'ailleurs et en PNL. Hein. Et c'est parfait parce que c'est complètement complémentaire. Alors, je vois quelqu'un qui parle de la question miracle, que j'utilise aussi beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, la question miracle, c'est une projection dans l'avenir, dans un avenir très proche, puisque c'est le lendemain matin. Et l'idée, c'est, quand on pose la question de miracle, le principe, c'est de dire que pendant la nuit, un miracle se produit. Et que ce miracle fait que, alors si on prend par exemple l'idée du confinement, la personne arrive à bien gérer le confinement le lendemain. Donc au moment où elle se réveille, elle ne sait pas que le miracle a eu lieu. Qu'est-ce qui lui fera dire au moment où elle se réveille et dans les moments qui vont suivre que le miracle a eu lieu, qu'il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce qui fera dire à son entourage qu'un miracle s'est produit pendant la nuit? Alors, on pose en général la question miracle en induisant une transe légère, hein, donc c'est là aussi où c'est important si on a une formation en hypnose, de manière à ce que le patient puisse rentrer dans cette projection. On interroge vraiment sur à la fois à quoi lui va se rendre compte que le miracle a eu lieu et à quoi l'entourage verra. Et si on peut arriver à avoir des boucles interactionnelles quand le patient commence à répondre, c'est encore mieux. Ce que je peux dire par rapport à la question miracle, moi, j'aime bien l'utiliser aussi. On peut la poser dès la première séance. C'est pas un souci. On peut la poser plusieurs fois au cours d'une thérapie, mais pas à toutes les séances, parce que sinon, ça perd son côté un peu autonome. Alors, certains ne sont pas à l'aise avec la notion de miracle. Donc, vous pouvez utiliser la bonne fée qui vient pendant la nuit et qui met de la poudre de fée. Hein. L'idée, c'est que le miracle tombe sur la personne. C'est très différent, par exemple. C'est très différent de la baguette. Excuse-moi, Marie-Christine. Il y a encore quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Oui. Donc, s'il vous plaît, faites attention à bien couper vos micros parce que je ne peux pas tout gérer d'ici. Donc, on entend des bruits extérieurs. C'est ça. Voilà, je vous laisse regarder et être vigilant à ça. Merci. Donc, je disais que c'est très différent de la baguette magique. Quand on donne une baguette magique à un patient, on lui demande de faire des vœux. Dans la question miracle, non, le miracle tombe sur la personne et on va transformer le patient en détective du changement. Donc, c'est vraiment un questionnement différent. Et il y a un éducateur qui m'a dit une fois avoir posé la question miracle à un adolescent et à lui avoir dit, plutôt que de dire un miracle ou la fée, etc., il a dit il y a quelque chose de ouf qui s'est produit pendant la nuit. Et voilà. Donc, je veux dire que l'idée, c'est que c'est quelque chose qui tombe sur le patient et il faut qu'il essaye de découvrir les signes du changement. Ouais. Super. Parfait. Merci beaucoup. Alors, une question. D'abord, merci pour cet exposé remarquable. Je vous transmets. Je voulais vous demander, est-ce que vous utilisez l'idée de trauma dans la prise en charge des personnes qui vivent mal la situation actuelle? Car comme dans le trauma, il y a une perte de sens et tentez d'abord de reconnaître la sidération à l'inconnu. Je pense que j'ai toute la question. Oui. Oui, en effet, je veux dire que si je pense à la jeune femme que j'avais au téléphone hier, je lui ai clairement dit que pour moi, c'était un véritable traumatisme, ce confinement. En tout cas, ce qu'elle vit, elle, c'est des registres. Après, les gens le vivent à des degrés différents. Mais pour elle, c'est un véritable traumatisme. Donc, je pense que c'est important de le reconnaître. Et ça fait partie de ce que je disais dans la notion d'affiliation à la souffrance. Reconnaître ce qui se passe là comme un véritable trauma et aussi un inconnu par rapport à ce qui va se passer ensuite. Je pense que c'est vraiment important. Ok, parfait. Merci. D'autres questions pour Marie-Christine? J'ai vu aussi, Olivier, que tu es présent. Si tu veux éventuellement intervenir, tu es le bienvenu. Voilà.
Alors moi, j'utilise beaucoup ce type de questionnement et je vous encourage. Le document que tu nous as gentiment fait, je trouve il serait vraiment à tester. Tu viens à Annecy le 27 et 28 juin, normalement, on espère en tout cas, n'est-ce pas? Et tu viens à Paris chez Olivier le 7 et 8 novembre, je crois. Et donc, je pense que pour toutes les personnes qui veulent voir ce que c'est la thérapie orientée solution, ton intervention va être très riche. Et le document que tu nous as donné peut nous permettre déjà de tester. Et je trouve que quand on utilise ce genre d'approche, c'est intéressant de tester sur soi. Qu'en penses-tu? Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà, je pense que ça peut être quelque chose à tester. Est-ce que vous avez d'autres choses d'autres questions pour Marie-Christine? Alors, j'ai vu que quelqu'un posait une question sur si quelqu'un ne veut pas bouger. Ah oui, exact. J'ai pas le temps de la voir, celle-ci. Vas-y. Je pense que, d'abord, la question, c'est dans quel contexte vous rencontrez cette personne. Et si la personne est dans son lit et ne veut pas bouger, qu'est-ce qui fait que vous êtes en lien avec elle? Le fait que vous soyez en lien avec elle, c'est en tant que patient, si c'est un proche, c'est un peu différent, mais si vous êtes en lien avec elle en tant que thérapeute, c'est qu'elle s'est mobilisée. Qu'est-ce qui fait qu'elle a décidé ce jour-là de bien vouloir vous parler au téléphone ou en web ou de venir vous voir? Quelles sont les ressources qu'elle a mobilisées à ce moment-là? Donc, c'est là où je dis qu'il faut vraiment faire attention aux tout petits détails. C'est-à-dire qu'en même temps, elle dit je ne veux rien faire, et en même temps, elle vient. En même temps, elle accepte de parler. Donc, le fait qu'elle accepte de parler, ça veut quand même dire aussi qu'il y a une certaine attente et on peut partir de là pour voir ce qu'elle peut développer ensuite. Après, la question du travail, ça me fait penser aux patients qui sont sous contrainte, et qui, a priori, n'ont pas de demande d'aide. C'est un autre volet. Mais les personnes, par exemple, si quelqu'un qui est allongé comme ça dit qu'elle a accepté de parler parce que son conjoint le lui a demandé, ça veut dire que sa relation avec son conjoint est suffisamment importante pour qu'elle accepte de parler à quelqu'un. Donc, quand elle fait ça, qu'est-ce qu'elle souhaite de la relation avec ce conjoint? Et on peut, du coup, s'appuyer sur la relation avec le conjoint pour essayer aussi de mobiliser. Je ne sais pas si j'ai répondu. Parfait, merci. Autre question, quand vous dites que vous mettez le patient en hypnose légère pendant l'entretien, est-ce que vous le faites à son insu ou est-ce que c'est au début de l'entretien, vous prévenez la personne? Alors, d'abord, c'est des transes légères. Les transes légères, ça arrive dans toutes les consultations. Donc, on ne va pas, de mon point de vue, quand par exemple les patients sont en train de nous raconter toute leur vie et qu'au bout d'un moment, on commence à penser à notre liste de courses éventuellement, c'est qu'ils nous ont mis en transe. Donc, je pense que la transe, c'est quelque chose qui est naturel, qui arrive dans beaucoup de conversations. Donc, il n'y a pas besoin d'avertir. Mais je pense que dès que la personne est de toute façon centrée sur elle, qu'elle est en introspection, qu'elle réfléchit, on rentre dedans très facilement. Oui. Alors, j'ai une autre question. Pouvez-vous faire un lien entre thérapie orientée solution et hypnose en dehors de l'idée de la transe légère et de la question miracle? Est-ce qu'on reste dans l'hypnose conversationnelle? Je pense que vous venez un peu d'y répondre. Oui, alors ce que je voudrais rajouter, c'est que pour moi, c'est complémentaire. C'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. C'est complémentaire. La thérapie brève et l'hypnose sont complémentaires et on peut tout à fait intégrer les deux dans une séance. Je pense aussi. Commencer dans une thérapie. Et justement, ça va certainement répondre à la question suivante de Christophe, qui est: une fois les ressources identifiées, peut-on utiliser une futurisation en hypnose? Tout à fait. Voilà. Et puis effectivement, ce type de questionnement est déjà thérapeutique et en plus, on va identifier un tas de ressources, un tas de possibilités qu'on va pouvoir réinjecter quelque part dans nos séances. Donc, ça donne vraiment du contenu aussi aux séances. D'autres questions pour Marie-Christine? Alors, j'ai vu quelle est la part de psychoéducation dans cette approche. Alors, oui. Ça m'amènerait encore beaucoup plus loin, mais il faudrait qu'on ait vraiment beaucoup de temps.
On a établi un arbre de décision, hein, notamment pour ne pas aller trop vite et pour quand on donne des tâches en fin de séance, pour savoir quel type de tâches donner ou ne pas donner. Et cet arbre de décision concerne la relation, les niveaux de relation qu'on a avec le patient. Et dans ces niveaux de relation, il y en a un qui s'appelle la relation de consultance, ou lorsqu'on a une relation de consultance avec un patient, c'est-à-dire que le patient a une demande d'aide, cette demande d'aide est travaillable, c'est-à-dire qu'on a pu avoir un objectif suffisamment précis. Et la question d'après, c'est que dans cette relation de consultance, le patient pense que ne pas avoir les moyens pour arriver à ce qu'il souhaite et que le changement donc doit venir de l'extérieur. Il y a un certain nombre de patients qui en fait pensent ne pas avoir les ressources parce qu'ils n'ont pas l'information nécessaire. C'est un des cas de figure. Donc à ce moment-là, on pourra tout à fait faire de la psychoéducation et donner les informations nécessaires. Ok, parfait. J'ai aussi une question de Cédric qui nous dit, est-ce qu'en TOS, on prend en compte la double contrainte réciproque? La double contrainte réciproque. Alors, il faudrait qu'il me réexplique ce qu'il veut dire par là. Ok. Donc, ok. Alors, c'est comme pour les portes tournantes, on ne sait pas qui pousse. Voilà ce que tu as trouvé par rapport à ça, c'est sa réponse. Voilà. C'est comme les portes tournantes, on ne sait pas qui pousse. Là, c'est une belle métaphore. Je pense que c'est très clair qu'on n'utilise pas la notion de double contrainte réciproque dans le processus même de thérapie brève. Ce qui est pas important pour nous, c'est la notion de co-construction. Et c'est vrai qu'on co-construit avec le patient donc une nouvelle histoire. Et c'est cette co-construction d'une nouvelle histoire qui va faire que le patient va avancer. Ok, parfait. D'autres questions? Bon, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Je pense qu'on va, si vous avez on va peut-être bientôt clôturer. Et puis, à moins qu'il y ait d'autres questions, je continue pour vous présenter. Marie-Christine vient, comme on vous l'a dit, en juin sur Annecy et en novembre, le 7 et 8 novembre sur Paris. Je parle comme ça pendant ce temps-là. Vous aurez peut-être d'autres questions et je pourrais vous re-questionner. Vous pourrez à nouveau poser vos questions. Je vous rappelle, je partage simplement cet écran. Si vous avez besoin au niveau des dates de stage, etc., vous pouvez aller ou sur hypnose.org, le site de la FNH France, ou sur Mieux Vivre pour ce qui est sur Annecy. De toute façon, les informations sont sur les 2 sites. Et puis donc, juste pour présenter le cycle à FNH, donc vous avez un cycle 1 où vous allez acquérir toutes les bases de l'hypnose et les cycles 2 où vous avez donc des thèmes, des week-ends à thème sur 12 jours. Et donc, Marie-Christine intervient sur 2 jours, sur un week-end, dans ce cadre-là, comme d'autres. Voilà. Et maintenant, j'ai hâte parce que c'est vrai que c'est très, très complémentaire. Je pense que c'est même indispensable à ce qu'on fait en hypnose, de mon point de vue. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je reviens ici. Voilà, 1000 merci pour Marie-Christine pour cette synthèse. C'est vrai que c'était très complet, très synthétique et ça donne vraiment une bonne vision des thérapies orientées solutions. Avez-vous des remarques, des questions, voilà. Ben, écoutez, parfait. Tania, comment fait-on pour avoir le doc? Eh bien, on va vous l'envoyer, on va vous faire un lien, vous pourrez le télécharger. On va prendre toutes les personnes inscrites à cette conférence, sachant qu'on l'avait déjà transmis une fois à notre réseau, puisque Marie-Christine avait la gentillesse de nous avoir autorisé à le faire. Donc, on vous enverra un lien, vous aurez tout. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Marie-Christine. M'Olivier demandait si j'avais un autre livre. Là, on est en train de réfléchir à en faire un autre avec d'autres collègues, mais je n'ai pas d'autre livre que le dernier écrit avec Luc. Ok, bon, bah, super. En tout cas, moi, j'ai... Ouais. Merci Tania. Merci à tout le monde. Marie-Christine, à très bientôt, j'espère en juin, avec grand plaisir. Et puis, merci à tous. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec, pour ceux qui veulent, avec Claude Michel pour les TOC.